Vous avez été plusieurs à me demander d'analyser pour vous la mini plaquette HC12 et vous aviez raison d'insister. Bidouilleur, salut! Il y a de ces mini plaquettes et mini modules qui sont des incontournables. La mini plaquette de transmission de données HC12 en est une, semble-t-il, par sa popularité. Une paire de ces plaquettes permet d'établir un lien série UART bidirectionnel entre deux points, remplaçant ainsi un câble. Ça ouvre donc bien des possibilités de communication entre, par exemple, une sonde et un ordinateur, tout ça à distance, sans câble. Ou peut-être un microcontrôleur avec un autre microcontrôleur. C'est le genre de mini-plaquette qui fait germer beaucoup d'idées de projets. J'ai donc commandé sur eBay 2 mini-plaquettes HC12, question de tester le fonctionnement et les capacités d'un tel lien radio. On parle d'un fonctionnement de 3,2 à 5,5 volts. La portée maximale annoncée est surprenante, 1 km, compte tenu de la petitesse de l'antenne fournie. La plage des fréquences syntonisables est de 433,4 MHz à 473 MHz et la puissance maximale est de 100 mW. Par défaut, le débit UART est de 9600 bits par seconde et la radio utilise la voie numéro 1, soit à 433,4 MHz. La plaquette HC12 est assez facile à faire fonctionner, en tout cas avec les configurations par défaut. Mais c'est quand même nécessaire de lire la fiche technique pour comprendre tous les modes de fonctionnement, les paramètres qui peuvent être ajustés et le brochage de la plaquette. Je vous fournis donc un lien vers la fiche technique dans la description ci-dessous. Allons tout de suite voir cette mini plaquette HC12 de proche. Alors, petit survol rapide de la plaquette. D'abord, je l'ai reçue dans un petit sac en plastique qui malheureusement n'était pas un sac antistatique. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bien, on nous envoie la plaquette en question, le HC12, et une antenne, en tout cas un bobinage de fil en guise d'antenne. Alors, on s'entend, une antenne comme ça, c'est toujours une antenne à compromis. Si vous voulez une meilleure performance, bien, il faudra vous équiper d'une meilleure antenne dans la bande des 70 cm. Et voici un connecteur ici, IPEX, qui permet justement de connecter une antenne extérieure plutôt que de souder ce bobinage ici là, sur l'îlot. Mais nous, on va faire l'essai avec l'antenne fournie. Mais sachez que vous pouvez augmenter la distance beaucoup si vous mettez des meilleures antennes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la plaquette? Bien, quelques petites choses à noter. D'abord, c'est ici qu'on se connecte. Il y a 5 contacts. L'alimentation, la masse. Data in, data out, donc receive data, transmit data, et une 5e broche qui est la broche SET, SET, qui permet de changer les paramètres d'émission-réception de la plaquette, donc avec des commandes AT, qu'on verra ça rapidement plus tard. Alors, sur la plaquette, je vous ai mentionné qu'il y a un connecteur d'antenne et où on soude l'antenne ici, sur cet îlot. Il y a aussi, du côté radiofréquence, ce petit commutateur qui permet à la puce transceiver de passer du mode émission au mode réception. C'est un interrupteur radiofréquence pour l'antenne, autrement dit, puisque la puce a une sortie et une entrée radiofréquence indépendantes l'une de l'autre. Il faut donc les combiner. Alors, c'est à ça que ça sert. La puce en question, c'est un transceiver, donc une puce émettrice-réceptrice de données, la Silicon Labs SI4438. C'est la puce qui est utilisée sur les HC12. Belle petite puce qui fonctionne dans les 400-500 MHz, sortie jusqu'à 500 mW. Bon, pour l'accompagner, on a un petit quartz ici, un cristal de 30 MHz, juste à côté. Ça couvre passablement la partie radiofréquence. Bien sûr, il y a toutes sortes de petits éléments, condensateurs, inductance, et ainsi de suite, qui supportent cette pièce, transceiver. Du côté contrôle, on a bien sûr un régulateur de tension juste ici, un régulateur 3,3 volts.
Et ici, on a un microcontrôleur, c'est la famille STM8S. Donc, c'est un STM8S003F3. Petit microcontrôleur de base, d'entrée de gamme de 8 bits avec 8 kilo-octets de flash pour le programme, 1 kilo-octet de RAM, 128 octets de mémoire EEPROM pour sauvegarder des données. Et ce micro a l'avantage d'avoir des ports SPI, I2C et UART. UART étant bien sûr ce qu'on utilise ici pour communiquer au microcontrôleur. Alors, ça fait le tour de la plaquette puisque sur l'autre face, il n'y a strictement rien sauf des indications où se connecter, comment se connecter. Alors, moi, ce que je vais faire, parce que c'est intéressant au moins, ils ont bien conçu la plaquette pour une chose. L'écartement ici des îlots est de 100 millièmes de pouce, 2,54 mm. C'est exactement ce qu'il faut pour mettre un connecteur en rangée de 100 millièmes et mettre l'ensemble sur une plaquette sans soudure. Alors voilà, j'ai soudé un connecteur de 5 broches en rangée, un connecteur classique, là, et l'antenne directement sur la broche ANT. J'ai choisi de souder les deux pièces sur la face inférieure. J'aurais bien sûr pu souder le connecteur sur ce côté-ci et l'antenne aussi. Mais je ne sais pas, j'ai cru bon mettre ça sur le côté opposé. Je n'ai pas fait pénétrer les broches dans les trous au niveau du connecteur, ni pour l'antenne, tout simplement parce que je ne sais pas ce que je vais faire dans le futur avec le module et je préférais pouvoir rapidement dessouder à l'air chaud sans se battre avec la soudure qui rentre dans les trous. Donc c'est plus facile d'enlever le connecteur s'ils ne sont pas insérés, si les broches ne sont pas insérées dans les trous. Alors c'est pour ça. Mais sinon, j'ai fait la même chose sur le deuxième module et on est prêt à commencer les premiers essais. Alors pour le premier essai, très simple, côté gauche, un module, je l'alimente avec un port USB qui va vers le PC. Mais en plus, ça, c'est plus qu'un port USB, bien sûr. C'est un convertisseur PL2303, donc USB à UART série, d'accord? Alors, je vais brancher ça sur le port USB et ici, on a des niveaux logiques UART de 5 volts. J'alimente avec le port USB directement. J'ai mis une diode telle qu'ils prescrivent lorsqu'on fait des émissions à long terme. C'est préférable d'ajouter une diode en série avec l'alimentation. J'ai mis un N4001. L'idée, c'est de causer une chute de tension avant d'aller dans la plaquette. Tout ça, c'est pour donner un peu de repos au régulateur 3,3 volts qui est minuscule. Okay? Mais ça va, ici, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Alors, je vais connecter ceci sur le PC et je vais envoyer des données à 9600 baud. D'accord? Le récepteur est ici, mais c'est plus qu'un récepteur, c'est un transceiver, bien sûr. De ce côté-ci, je suis totalement autonome. J'ai un bloc d'alimentation, tout simplement, USB, qui donne 5 volts à partir d'un accu au lithium-ion. Et je fournis cette alimentation à l'autre HC12. Je lui ai mis un petit lien, un petit bout de fil qui connecte RxD et TxD. C'est donc dire que le data qui va venir de ce HC12 va entrer ici, va sortir sur les niveaux logiques et va être réinjecté directement pour être réémis. Je m'attends donc à, lorsque je tape quelque chose sur le terminal, sur le PC ici, je m'attends donc à relire exactement ce que j'ai tapé. Et si je retire le lien entre RxD et TxD, je ne devrais plus voir ce que j'envoie. Okay? Alors, c'est une façon très, très simple de vérifier le lien radio. On devrait voir un écho exactement de ce qu'on envoie. C'est donc dire que le data sera allé d'ici à ici et retourné là. Alors, je me branche tout de suite sur le PC et je vous montre le résultat. Alors, j'utilise un logiciel Qt.com, qui est un logiciel de communication, un terminal, si vous voulez, un langage commun. Je vais me connecter au port USB 1, qui est dans Linux, le port correspondant au petit adaptateur que je viens de connecter, qui est branché sur le HC12. Alors, je le fais avec une vitesse de 9600 bits par seconde, 8 bits, un stop bit et pas de parité. C'est le protocole par défaut pour parler au microcontrôleur de la plaquette HC12. Alors, lorsque je me connecte, voilà, c'est fait, je vais envoyer du texte
Et si tout va bien, je devrais voir ici apparaître le même texte que j'ai envoyé. Là, je le tape à l'avance et il ne sort pas tout de suite de l'ordi. Il faut que vous compreniez. Là. Alors, j'écris « Allô » et lorsque je vais peser sur « Enter », ça va envoyer le texte. Voilà. Alors, le texte a été envoyé et j'ai relu sur le port « Allô » exactement de la même façon. C'est donc dire que le lien a fonctionné aller-retour entre les deux HC12. Et pour vous démontrer que c'est bien le cas, j'enlève à l'instant le petit lien à l'extrémité qui connecte le RXD et TXD. On ne devrait plus voir de texte si j'envoie quelque chose. Par exemple, Allo 2. Alors, j'ai sorti Allo 2, mais il n'est pas revenu. Donc, le HC12 à l'autre bout l'a reçu, mais il ne l'a pas renvoyé parce qu'il n'y avait rien de connecté sur sa broche d'émission, la broche RXD. Alors voilà, ça c'est le premier test. Là, évidemment, les deux unités sont l'une à côté de l'autre. Je vais aller porter l'unité distante beaucoup plus loin. Alors, je suis allé porter l'unité distante à quoi? 8-10 mètres d'ici et sur un étage supérieur. Mais j'ai sorti l'unité distante à l'extérieur du bâtiment. Donc, on va donc voir si les murs extérieurs vont jouer dans le lien radio. Et non, il ne semble pas. Le lien semble bien solide, donc aucune difficulté. Là, j'ai un défi aujourd'hui, c'est qu'il pleut à l'extérieur. Donc, c'est un peu difficile d'augmenter la distance, mais il semble bien, particulièrement s'il n'y a pas trop d'obstacles, que le lien soit quand même assez solide. Donc, imaginez si vous mettez des bonnes antennes plutôt que ces ressorts, ça pourrait donner des très bons résultats. Donc, c'est concluant. Alors, pour l'essai suivant, je vais à nouveau envoyer du texte au site distant et le site distant va me retourner le texte. Donc, je vais le voir à l'écran. Cependant, le site distant, ce n'est pas juste un petit cavalier qui connectait comme avant, receive data et transmit data. J'ai plutôt inséré un Arduino Uno ici dans la chaîne qui est totalement autonome. Il fonctionne sur accumulateur et lui, il va recevoir les caractères et les retransmettre tout simplement. Donc, c'est pour démontrer qu'il est possible d'interfacer, de recevoir et de transmettre l'information avec un Arduino ici. Donc, et évidemment, l'information va être reçue à nouveau et affichée à l'écran. Ici, bien sûr, ce qui arrive à ce HC12, ça vient du PC directement. Alors, je suis connecté, le port série est connecté sur l'Arduino, ce que j'appelle local, et je vais envoyer cette grande chaîne de caractères de 2 lignes, et l'Arduino va nous retourner la chaîne de caractères à travers le HC12. Alors voilà, quand c'est envoyé, vous voyez qu'il y a quand même un certain délai, et c'est ce que vous voyez ici, c'est l'Arduino qui me l'a renvoyé tout simplement au site local à travers le HC12 distant. Et le code source de l'Arduino, il est assez simple. J'attire tout de suite votre attention. On ne peut pas utiliser ici la librairie Serial, celle qu'on utilise habituellement, parce qu'elle est réservée, elle est connectée sur le port USB qui va vers le PC. Donc, on va utiliser une autre librairie et qui va nécessiter la gestion d'un port série par soft, donc par logiciel, et non pas un port série matériel, comme celui qui est connecté sur le port USB. Je vous recommande fortement d'utiliser la librairie Alt Soft Serial, donc alternative, une librairie Soft Serial alternative, et non pas Soft Serial seulement. J'ai passé 2 heures à essayer de faire marcher la librairie Soft Serial et j'avais toutes sortes de données erronées qui étaient retournées par l'Arduino. L'Arduino recevait bien les données. Malheureusement, quand il les retransmettait, c'était tout croche. Donc, Software Serial a de la difficulté à gérer les interruptions et surtout lorsqu'on reçoit des données sur un port et on renvoie tout de suite sur le même port. Il y a de la difficulté avec ça, même si on met des délais et ainsi de suite. Utiliser Alt Soft Serial, ça a fonctionné du premier coup et on l'installe bien sûr dans les librairies ici. Là. On peut gérer les librairies et vous allez trouver Alt Soft Serial. Alors, le code est très simple. J'appelle la librairie Alt Soft Serial et je la nomme HC12. Et dans le code, par la suite, je fais référence à HC12. J'ouvre le port série à 9600 bits par seconde
et je roule dans la boucle tout simplement ici. Lorsqu'il y a un caractère de disponible, je le reçois et je le retransmets sur le même port. Et ça tourne toujours, lorsqu'il y a un caractère disponible, je le lis et je le retransmets. Alors c'est tout aussi simple que ça le retransmet sur le HC12. Alors j'aurais pu faire bien sûr autre chose, mais le but c'était juste de faire une boucle ou si vous voulez un bouclage des données pour retourner vers l'autre HC12, celui qui a envoyé les données. Alors pour regarder le spectre radio de ce petit bidule, j'ai connecté une petite antenne, une boucle, que j'approche du module HC12. Je capte donc le signal radio et voici maintenant ce qu'on voit sur le Agilent E4406A, qui est un analyseur de spectre et analyseur de modulation, si vous voulez, de transmission. Vous avez ici le spectre radio pendant une émission constante, donc un énorme texte très long qui est envoyé présentement. Donc, le module envoie en continu. Alors, ce qu'on voit, bien, c'est un spectre radio qui, effectivement, s'apparente à du 2 FSK, c'est-à-dire 2 fréquences, mais c'est en fait du 2 FSK passé dans un filtre gaussien. Donc, un filtre, le signal de modulation est passé dans un filtre passe-bas de réponse gaussienne. Je vais arrêter le signal, voilà. Et ce qu'on voit ici, c'est justement les deux fréquences. Il y en a une ici et il y en a l'autre ici. Et ça, c'est la fréquence de la porteuse qui n'est pas vraiment là parce que c'est la forme des deux fréquences qui s'entrecoupent. Et donc, normalement, là, si ça n'avait pas été à travers un filtre gaussien, on aurait eu deux pics pointus ici et rien au centre. Alors, c'est ce qu'on appelle du GFSK, gaussien FSK. Donc, c'est deux fréquences à 433,4 MHz, bien sûr. Je regarde 200 kHz de large. Alors, vous remarquerez qu'occasionnellement, il y a des pics. Ce n'est peut-être pas très évident, là. Voilà, on les voit bien parce que là, je fais un déclenchement sur des bursts radiofréquences. On voit bien ici beaucoup de pics. Alors, ces pics-là se produisent lorsqu'il n'y a rien qui est envoyé. Parce que lorsqu'il y a de l'information qui est envoyée, ces pics-là ne sont pas là. Alors, ça, c'est une espèce d'artefact. Je ne sais pas exactement pourquoi ça se produit. Et vous voyez, c'est une multitude de tonalités qui ne sont pas passées à travers des filtres gaussiens. Mais ça, c'est très court. Si je reviens au déclenchement précédent, vous verrez effectivement que la plupart du temps, ce n'est pas là. Ce ne sont que des impulsions occasionnelles. Et lorsque l'information est illustrée en coordonnées polaires, bien, on obtient un cercle. Naturellement, il n'y a pas de synchronisation entre cet appareil et l'émetteur lui-même. Donc, c'est pour ça que les bits se retrouvent à peu près n'importe où. Il n'y a pas vraiment de sens à tirer de ce diagramme, autrement que c'est symétrique. Et vous voyez aussi qu'occasionnellement, il y a le signal qui revient au centre, tout à fait à 0, 0. C'est justement les endroits où il n'y a pas de données qui sont envoyées. Ça ne vient qu'occasionnellement. Et vous voyez, juste l'épaisseur de la ligne dit beaucoup que c'est un seul événement finalement, là. Et que ça tourne à peu près n'importe où parce que, comme je vous expliquais, il n'y a pas de synchronisation, je n'ai pas de déclenchement synchrone avec la trame de l'émetteur. L'appareil est ce qu'on appelle en free run, donc il n'est absolument pas synchronisé. En connectant la broche 7 à la masse, c'est ce que je fais ici, il est possible de parler au module HC12 pour nous dire quelle est sa configuration et même pour changer certains paramètres. Alors, pour vérifier qu'il nous reçoit bien, une fois la broche 7 mise à la masse, on tape AT et s'il nous répond OK, c'est qu'il est prêt à recevoir nos commandes. Alors, je peux par exemple lui demander de nous donner la version du HC12. Alors, celle-ci, c'est la version 2.6. Je peux aussi lui demander de me donner les différents paramètres, comme par exemple le débit en bits par seconde. Ici, il est à 9600 bits par seconde. La puissance d'émission, le mode d'émission. Il faut voir dans la docume, là, il y a des modes plus efficaces en termes de distance, mais plus lents. Il y en a d'autres qui sont plus rapides, mais dont la portée est un peu plus courte. Alors, ce sont des paramètres qui sont ajustables. Ici, on est sur le canal 1, donc la fréquence numéro 1 à 433,4, mais on peut changer la fréquence en augmentant ici le chiffre. Si je tape AT plus C002, je changerai la fréquence au canal 2.
il me confirme. Alors, je ne suis plus à 433.7 maintenant. Je suis 400 kHz plus haut. Alors, il est donc possible de configurer plusieurs des paramètres, mais pas tous, malheureusement. Alors, référez-vous à la fiche technique pour plus de détails sur quels paramètres peuvent être contrôlés et qu'est-ce qu'ils font exactement. Petit fait à noter, l'annonce eBay parle de la puce SI4463, mais c'est bien une SI4438 qui est expédiée sur la mini plaquette. La SI4463 est très similaire, même compatible au niveau des broches, mais elle fonctionne dans la bande ISM de 915 MHz. Donc, c'est un autre produit. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette plaquette? Elle fonctionne assez bien et je n'hésiterai pas à l'intégrer dans mes projets. Mais il faut se rappeler qu'il n'y a aucune détection ni correction d'erreur. Ce genre de mécanisme, correction d'erreur, si c'est requis, ça doit être implémenté séparément aux deux extrémités du lien par informatique. Et, que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir. Un autre point à souligner est le fait que le lien radio est bien bidirectionnel, mais il est simplex, ce qui équivaut à dire que c'est une seule direction à la fois. Le SI4438 ne pouvant pas émettre et recevoir en même temps. Mais il y a une mémoire tampon dans la puce et l'échange des données semble assez bien géré entre les deux puces, les deux extrémités. Aussi, si vous intégrez cette mini plaquette dans vos projets, je vous recommande fortement d'ajouter du filtrage capacitif sur l'alimentation en entrée de la mini plaquette. Bien que dans mes essais, je n'ai vu aucun problème de ce côté, c'est toujours une bonne pratique de le faire. Bon bien, cette vidéo est suffisamment longue comme cela, dépassée 20 minutes. Je termine donc ici. Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo et est-ce qu'elle vous a éclairé sur la mini plaquette HC12? Bien, dites-le nous dans les commentaires sous la vidéo. Vous aimez mes vidéos, mais n'êtes pas abonné à ma chaîne? Vraiment? Allez, abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner. Merci et à la prochaine.